Bienvenue sur Visiolophie, le podcast où les idées prennent chair, où les intuitions deviennent des récits et où la philosophie éclaire nos vies modernes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui résonne comme une prophétie, un livre publié en 1985, mais qui semble avoir été écrit hier, peut-être même demain. Ce livre, c'est « Se distraire à en mourir » de Neil Postman. Imaginez une civilisation où tout devient spectacle, où la politique n'est plus une recherche de vérité, mais un jeu d'images et de slogans, où la religion perd son souffle sacré pour se réduire à un show télévisé, où l'éducation elle-même se plie aux règles de la distraction. Une civilisation où l'information ne sert plus à penser, mais seulement à divertir. Ce que Postman décrit, c'est le passage silencieux d'une culture fondée sur l'écrit, sur l'effort intellectuel, à une culture dominée par l'image et par l'écran. Non pas l'image comme art, mais l'image comme marchandise, comme produit, comme flux hypnotique. Et il nous prévient, ce n'est pas par la censure ou la répression que notre culture s'effondrera, mais par un trop-plein de divertissement. Non pas par la douleur, comme dans la dystopie de George Orwell, mais par le plaisir, comme dans celle d'Aldous Huxley. Nous ne mourrons pas de soif de savoir, mais d'indigestion de distraction. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose un voyage. Nous allons plonger dans les pages de Neil Postman, explorer son analyse, comprendre pourquoi la télévision a transformé nos manières de penser, et surtout, voir comment ce diagnostic s'applique aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des plateformes de streaming et des algorithmes. Préparez-vous, car ce que nous allons explorer ensemble, ce n'est pas seulement l'histoire d'un média, c'est le miroir de notre époque, et peut-être le signal d'alarme que nous refusons d'entendre. 1. La révolution invisible de la télévision. La première idée de Postman est simple. Chaque technologie change la société, pas seulement en surface mais en profondeur. Une technologie, ce n'est pas un outil neutre, c'est un programme de transformation sociale. Prenons un exemple, l'invention de l'horloge mécanique au Moyen Âge. Elle n'a pas seulement permis de mesurer le temps, elle a redéfini notre rapport au travail, à la prière, à la vie quotidienne. Le temps est devenu abstrait, mesurable, découpé, et toute notre organisation sociale s'est ajustée à ce rythme. De la même manière, la télévision n'est pas seulement arrivée comme un moyen supplémentaire d'informer ou de divertir, elle a transformé notre manière même de comprendre la réalité. Elle est devenue la métaphore dominante de notre culture. Postman écrit « Nos médias sont nos métaphores, et nos métaphores créent le contenu de notre culture. » Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que la télévision montre qui compte, c'est la manière dont elle montre. C'est la structure même de l'image, du montage, du rythme, qui redéfinit ce que nous appelons savoir, vérité, information. La télévision est entrée dans toutes les maisons. Elle a aboli les barrières sociales. Pas de pauvreté assez extrême pour l'interdire, pas d'âge assez tendre pour y échapper, pas de diplôme assez élevé pour en être protégé. Elle est devenue le centre de commandement de notre culture. Et peu à peu, sans même que nous nous en rendions compte, elle a imposé sa loi, celle du divertissement. 2. L'imprimé contre l'image. Deux civilisations qui s'opposent. Pour comprendre la critique de Postman, il faut comparer deux mondes. D'un côté, le monde de l'imprimé, du livre, du texte, de l'autre, le monde de l'image, de l'écran, de la télévision. Dans une culture centrée sur l'écrit, comprendre un texte exige de la concentration. Lire, c'est se confronter à des abstractions, c'est suivre une ligne de pensée, c'est peser les arguments, distinguer le vrai du faux, déceler les contradictions. Bref, c'est un exercice d'effort intellectuel. Dans une telle culture, les grandes figures publiques étaient jugées sur leurs discours, leurs écrits, leurs idées. Abraham Lincoln n'était pas reconnu pour son visage, mais pour ses paroles. Les débats étaient longs, argumentés, parfois fastidieux, mais ils formaient une citoyenneté capable de réfléchir. La télévision change tout cela. L'image impose une autre logique. Elle simplifie, fragmente, accélère. Elle transforme le discours en spectacle. Elle ne demande plus d'analyse, mais d'attention immédiate. Elle ne développe pas une pensée, elle capte un regard. Et peu à peu,
ce n'est plus l'idée qui compte, mais l'apparence. Ce n'est plus l'argument, mais le visage. Ce n'est plus la profondeur, mais la séduction. Postman le résume avec force. La manière de connaître de la télévision est résolument hostile à la typographie. 3. Quand l'information devient désinformation. Un autre point essentiel du livre, c'est la transformation de ce que signifie être informé. Dans une culture de l'imprimé, être informé, c'est suivre un raisonnement. C'est relier des faits, les mettre en perspective, les comparer. Cela demande du temps, de l'attention, une certaine rigueur intellectuelle. La télévision, au contraire, présente l'information sous forme de fragments. Un reportage chasse l'autre, une émotion remplace la précédente. On passe d'un drame humanitaire à une publicité pour un dentifrice. Tout est mis sur le même plan. Tout est éphémère. Postman appelle cela de la désinformation. Non pas parce que les faits sont faux, mais parce qu'ils sont déconnectés, fragmentés, vidés de contexte. Ils créent une illusion de savoir. On croit savoir, mais en réalité, on ne comprend rien. Et le danger, dit-il, n'est pas seulement que nous soyons mal informés, c'est que nous perdions le sens même de ce que signifie être informé. 4. La politique comme spectacle. Dans l'Amérique de Postman, mais aussi dans la nôtre, la politique n'échappe pas à la loi du divertissement. Autrefois, les débats politiques se déroulaient sur la place publique, dans les journaux, dans les livres. Ils reposaient sur des arguments, des programmes, des discours. L'éloquence, la capacité à convaincre par la logique et la clarté étaient les qualités essentielles d'un homme d'État. Aujourd'hui, tout a changé. La télévision a imposé ses règles. L'homme politique n'est plus d'abord un penseur, ni même un orateur. Il est une image, il est un visage. La campagne électorale devient une mise en scène. Les débats ne sont plus des confrontations d'idées, mais des spectacles minutieusement préparés pour séduire en quelques minutes, parfois en quelques secondes. Les conseillers en communication travaillent l'éclairage, la posture, le sourire, la couleur de la cravate. Tout est calculé pour créer une impression favorable. Postman nous avertit. Ce n'est pas un simple détail, car si la politique devient un spectacle, alors la démocratie elle-même est en danger. Pourquoi? Parce que l'électeur, au lieu de juger les candidats sur leur vision, leur expérience, leur capacité à gouverner, les juge sur leur image, sur leur performance devant la caméra. Un débat télévisé ne permet pas de savoir qui est le plus compétent. Il permet seulement de savoir qui est le plus télégénique, qui sait capter la caméra, qui sait séduire l'audimat. Le danger, c'est que la politique devienne une forme de show business. Ce ne sont plus les idées qui comptent, mais la mise en scène de ces idées. Et bientôt, les idées disparaissent derrière l'écran. Postman écrit « La télévision ne révèle pas qui est le meilleur. Elle rend impossible de savoir qui est meilleur que qui, si par meilleur nous entendons la compétence, la connaissance, l'imagination ou l'honnêteté. Et regardez autour de vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont accentué ce phénomène. Les clips de 15 secondes remplacent les discours d'1 heure. Un tweet viral pèse plus qu'un programme politique. Le charisme numérique vaut plus que la compétence. La politique devient une succession de petites scènes, de punchlines, de photos soigneusement choisies. Et le citoyen devient spectateur. 5. La religion comme divertissement. Mais Postman va plus loin encore. Il affirme que la télévision ne transforme pas seulement la politique en spectacle. Elle transforme aussi la religion. La religion, traditionnellement, c'est le domaine du sacré. C'est la lenteur des rituels, la profondeur des symboles, le poids des traditions. C'est l'espace du silence, du recueillement, de la transcendance. La télévision change cela. Elle réduit la religion à un programme. Les télévangélistes, dans l'Amérique des années 80, transforment la foi en show. Ils s'adressent à des millions de téléspectateurs, non pas dans une église, mais dans un studio. La parole religieuse devient spectacle avec des projecteurs, de la musique, des caméras. Et peu à peu, le message se transforme. Car la télévision impose son langage. Elle ne peut pas transmettre le silence.
Elle ne peut pas transmettre la profondeur mystique. Elle doit séduire, divertir, captiver. Résultat, la religion devient une performance, une marchandise spirituelle, une promesse de bonheur immédiat emballée dans une émission. Ce n'est plus l'expérience de la transcendance, mais une consommation d'images et de slogans religieux. Postman est sévère. Il dit que la télévision dépouille la religion de tout ce qui faisait sa profondeur. Elle supprime le dogme, le rituel, la théologie et surtout le sens du sacré. Elle ne garde que le spectacle. Et encore une fois, si nous regardons aujourd'hui, nous voyons la prophétie se réaliser. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Les prédicateurs en ligne adaptent leur discours à TikTok ou à Instagram. Ils doivent condenser leur message en 30 secondes, l'accompagner d'une musique inspirante et ajouter un effet visuel. Ce n'est pas une critique de la foi, c'est une critique du médium, car le médium change le message. Et quand le médium est la télévision, ou aujourd'hui le smartphone, le message spirituel devient inévitablement un divertissement. 6. L'éducation transformée en spectacle. Un autre domaine essentiel, selon Postman, est celui de l'éducation. Traditionnellement, apprendre, c'est un effort. Lire, c'est difficile. Écouter un professeur, c'est exigeant. Comprendre un raisonnement abstrait demande de la patience, de la discipline, de la persévérance. La télévision ne connaît pas cette lenteur. Elle veut capter immédiatement l'attention. Elle simplifie, elle fragmente, elle amuse. Et peu à peu, l'éducation s'adapte à ce modèle. Les cours se transforment en spectacle. Les enseignants se sentent obligés de distraire. Les élèves, habitués aux écrans, n'ont plus la patience de suivre un raisonnement long. Ils veulent des images, des vidéos, des effets. Postman dénonce ce glissement. L'école, dit-il, ne peut pas rivaliser avec la télévision sur le terrain du divertissement. Elle doit rester un lieu d'effort intellectuel, de confrontation avec la complexité. Sinon, elle perd son sens, car l'éducation n'est pas faite pour divertir. Elle est faite pour élever, pour apprendre à penser, pour apprendre à distinguer le vrai du faux, pour donner les outils de la liberté. Et si l'école devient un show, elle n'éduque plus, elle amuse, et un peuple amusé n'est pas un peuple libre. 7. Orwell ou Huxley. Deux visions, un même avertissement. L'une des parties les plus célèbres du livre de Postman est sa comparaison entre George Orwell et Aldous Huxley. Orwell, dans 1984, redoutait une société de surveillance, de censure, de privation. Un monde où les livres seraient interdits, où la vérité serait cachée, où la pensée indépendante serait écrasée par la peur. Huxley, dans Le meilleur des mondes, redoutait autre chose. Non pas la privation, mais l'excès. Non pas la douleur, mais le plaisir. Non pas la censure, mais la distraction. Pour Orwell, nous serions détruits par ce que nous haïssons. Pour Huxley, nous serions détruits par ce que nous aimons. Et Postman affirme que c'est Huxley qui avait vu juste. Non pas que la vision d'Orwell soit fausse, mais dans nos sociétés modernes, la menace la plus grande n'est pas la censure. C'est la distraction. Ce n'est pas l'interdiction de lire, c'est le fait que plus personne ne veut lire. Nous ne sommes pas prisonniers d'un Big Brother qui nous interdit la vérité. Nous sommes noyés dans un océan d'images, de flux, de distractions qui rendent la vérité invisible. C'est cela, se distraire à en mourir. 8. Désinformation et illusion de savoir. Postman insiste sur une nuance essentielle. La télévision ne nous prive pas d'informations. Elle nous en donne trop, mais trop d'une manière perverse, car ce n'est pas la qualité de l'information qui compte, mais son apparence. Il forge un mot puissant, désinformation. La désinformation, dit-il, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas non plus l'absence de vérité. C'est un mélange de bribes, de fragments, d'images superficielles qui créent l'illusion du savoir. Un journal télévisé vous bombarde de sujets en 22 minutes. Un tremblement de terre, un scandale politique, un fait divers sanglant, une séquence sportive, la météo. Tout est juxtaposé, sans lien, sans hiérarchie, sans profondeur. Résultat, vous avez l'impression d'être informé.
Mais en réalité, vous n'avez rien compris. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose, mais vous ne savez pas quoi cela signifie, ni pourquoi cela compte. Et c'est là le danger. Une culture peut survivre au mensonge, elle peut survivre à la propagande, elle peut même survivre à la censure, car tôt ou tard, la vérité finit par émerger. Mais une culture ne peut pas survivre si elle perd le sens de ce que signifie être informé. Être informé, ce n'est pas tout savoir, c'est comprendre, c'est relier les faits, c'est distinguer l'essentiel du secondaire, c'est donner du sens au chaos. La télévision ne le permet pas. Elle juxtapose, elle fragmente, elle accélère. Elle transforme le savoir en un zapping permanent. Et peu à peu, nous perdons l'habitude de chercher la cohérence. Nous nous contentons de la surface. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont porté cette logique à son paroxysme. Les flux TikTok, Twitter ou Instagram sont une pluie d'informations, sans hiérarchie, sans contexte. Une succession infinie de micro-événements qui donnent l'impression de savoir, mais qui fatiguent notre capacité de penser. 9. Le commerce, la publicité et le divertissement. Postman analyse aussi la manière dont le commerce a été avalé par la logique du spectacle. Autrefois, une publicité vantait les qualités d'un produit, sa solidité, son utilité, sa fiabilité. Aujourd'hui, elle raconte une histoire. Elle vous vante un style de vie, une émotion, une image. La publicité télévisée ne dit pas « ce savon lave mieux que les autres ». Elle dit « avec ce savon, vous serez désiré, admiré, heureux ». Ainsi, tout devient un spectacle, même le commerce, même l'acte d'acheter. Et cela a un effet sur nous. Nous n'achetons plus pour l'usage, mais pour l'image. Nous ne consommons plus pour vivre, mais pour être vus, en train de consommer. Postman anticipe ici ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Une société où la consommation n'est plus fonctionnelle, mais symbolique. Où l'acte d'achat est un rituel esthétique, un petit fragment de divertissement personnel. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la publicité est partout. Sur nos écrans, dans nos fils d'actualité, parfois même dans nos rêves. L'influenceur d'Instagram est la version contemporaine de la publicité télévisée. Il vend non pas un objet, mais un univers. C'est toujours du commerce, mais déguisé en spectacle. 10. La culture de la superficialité. Toutes ces transformations, la politique, la religion, l'éducation, le commerce, convergent vers un même résultat, une culture superficielle. Superficielle, non pas parce que les gens seraient bêtes, mais parce que le médium qu'ils consomment les habitue à rester en surface. La télévision, dit Postman, impose un langage de l'image rapide, fragmentée, divertissante. Ce langage rend presque impossible la pensée abstraite, logique, nuancée. Il en résulte une société où la conversation publique devient enfantine, où les grandes questions se réduisent à des slogans, où l'opinion se forme sur des impressions, pas sur des raisonnements. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce déclin intellectuel est agréable. Nous aimons cela. Nous aimons être distraits. Nous aimons la facilité. Nous aimons la vitesse. C'est pourquoi Postman parle d'un danger plus grand qu'Orwell, le danger de mourir de plaisir. Car si nous étions opprimés, nous résisterions. Mais comme nous sommes amusés, nous applaudissons. 11. L'ombre d'Orwell et la lumière crue d'Huxley. Revenons à la comparaison entre Orwell et Huxley. Orwell craignait la douleur, Huxley craignait le plaisir. Orwell craignait la privation, Huxley craignait la surabondance. Orwell craignait la censure, Huxley craignait la distraction. Postman affirme que Huxley a eu raison. Car notre problème n'est pas que nous manquons d'informations, c'est que nous en avons trop, mais sous une forme qui nous empêche de penser. Notre problème n'est pas que nous sommes surveillés, mais que nous sommes fascinés. Pas que nous sommes muselés, mais que nous rions. C'est cela, le cœur du danger. Nous nous divertissons à en mourir, et nous trouvons cela agréable. Alors, que reste-t-il de tout cela pour nous, en 2025 ? La télévision était le médium central de l'époque de Postman. Aujourd'hui, ce rôle est tenu par les smartphones, les réseaux sociaux, les plateformes. Mais le mécanisme est le même, et encore plus puissant.
Tout est divertissement. La politique est un spectacle, la religion est un live stream, l'éducation est une vidéo TikTok, le commerce est un influenceur. Même nos vies privées deviennent du divertissement pour les autres. Nous vivons dans un monde où l'image a remplacé le mot, où le zapping a remplacé la lecture, où la vitesse a remplacé la profondeur. Postman nous avertit, une civilisation peut survivre à la censure, mais peut-elle survivre au rire? Peut-elle survivre à la légèreté permanente? Peut-elle survivre si elle perd le goût de la complexité? Et voilà la vraie question. À la fin, Postman ne nous dit pas de détruire la télévision. Il nous dit de comprendre ses effets, de prendre conscience que chaque médium façonne notre pensée, que nous devons protéger les espaces où la lecture, la lenteur, la profondeur existent encore. Alors peut-être que la résistance commence par un geste simple: ouvrir un livre, fermer un écran, entrer dans une conversation longue, patiente, exigeante, redécouvrir le silence, car une culture qui ne sait plus penser en profondeur est une culture qui court à sa perte, mais une culture qui retrouve le goût de la lecture, de l'effort, de la lenteur, peut encore se sauver. Et vous, chers auditeurs de Visiolophie, où trouvez-vous aujourd'hui vos espaces de profondeur? Dans vos lectures? Dans vos silences? Dans vos dialogues? La réponse à cette question, peut-être, décidera du futur de notre civilisation.